Le 26 avril, un groupe d'hommes armés, anciens membres de la Seleka, est entré dans l'hôpital MSF de Bogila, dans le nord de la RCA. Une attaque brutale qui s'est soldée par la mort de 16 personnes. Notre équipe avait organisé une réunion avec les représentants de la communauté locale afin de discuter de nos activités médicales, mais aussi pour discuter des conditions de sécurité qui s'étaient détériorées dans la région. Un groupe armé est alors entré dans l'enceinte MSF dans le but de nous voler, nous prendre de l'argent et des biens. Et puis quelque chose de terrible s'est passé. Les voleurs ont tué, assassiné 16 personnes, principalement des responsables de la communauté, mais aussi 3 membres de notre personnel national. 3 membres du personnel MSF, à qui l'association tient à rendre hommage. Très touchée par cette attaque, l'équipe de l'hôpital de Bogila a immédiatement suspendu ses activités. En solidarité, et pour rappeler l'importance du travail des humanitaires, les quelques 2300 personnes employées par MSF en RCA ont limité leurs activités médicales aux urgences vitales pendant une semaine, début mai. Les événements de Bogila sont le reflet de l'insécurité qui règne dans tout le pays et concernent toute la population, notamment les habitants musulmans de Bangui. Le 27 avril, 1300 d'entre eux, réfugiés au nord de la capitale, ont quitté la ville en convoi, escortés par des soldats de l'Union africaine. Les chrétiens viennent lancer des grenades, tout ça là. On n'est pas bien ici. C'est pour cela que nous voulons sortir. Leur direction, le nord du pays, où ils espèrent pouvoir vivre en sécurité. Mais sur la route, dès le lendemain, une grenade lancée dans l'un des camions par des membres des milices anti-Balaka a fait 2 morts. Ces images tournées en avril dernier dans les camps de réfugiés sud-soudanais témoignaient déjà d'une situation critique. En mai, alors que la saison des pluies commence, la situation s'aggrave, les camps sont régulièrement inondés. L'approvisionnement en eau est toujours à un stade critique, bien en dessous des normes acceptables. Les pluies commencent, la saison du paludisme devrait bientôt débuter et la question des abris est un gros problème. On estime que le nombre de réfugiés pourrait atteindre 150 000 dans les semaines à venir. Malgré leurs mauvaises conditions de vie ici, il n'est pas question pour eux de rentrer. La plupart des réfugiés qu'on rencontre à Gambela ont fui le conflit au Soudan du Sud. Une majorité d'entre eux, je pense environ 90%, sont des femmes et des enfants. Ces personnes ont dû marcher sur de longues distances et elles arrivent très fatiguées, dans un état d'épuisement. Malnutrition, rougeole, paludisme, choléra. Les réfugiés, quand ils ne sont pas déjà malades à leur arrivée, sont vulnérables face à ces maladies qui frappent tout particulièrement les jeunes enfants. MSF est présente dans 3 camps, y fournit des services de consultation et d'hospitalisation et vaccine les enfants à leur arrivée. Mais les équipes constatent que l'urgence aujourd'hui est d'améliorer les conditions de vie, sans quoi l'état des réfugiés risque de se dégrader rapidement. Nous sommes dans le sous-district de Ndiwa, dans l'ouest du Kenya, sur les rives du lac Victoria. L'épidémie de sida fait rage ici. MSF, déjà présente à Homa Bay à plus de 30 minutes de route de Ndiwa, a décidé de commencer à travailler ici en collaboration avec le ministère de la Santé. Je ne pouvais pas aller à Homa Bay parce que le trajet depuis ma maison me coûte 200 shillings, ce qui fait 400 shillings aller-retour. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à Ndiwa, c'est bien plus proche qu'Homa Bay. Ce programme vise à réduire la transmission du virus et le taux de mortalité des personnes malades du sida. MSF fournit un soutien financier et technique, ainsi que des formations au personnel du ministère de la Santé. Ce qui fait l'originalité de ce projet, c'est qu'on dispose, avant de commencer le projet, du taux de nouvelles infections VIH dans la population et par conséquent on
peut du coup formuler l'objectif de réduire ce taux de transmission, c'est-à-dire d'essayer de s'attaquer à l'épidémie elle-même, de la contrôler, et on pourra, en faisant la même enquête de mesure de la transmission dans quelques années, mesurer si notre programme sur ce volet-là a marché ou pas. Et ça, c'est la première fois. Par des chants et des danses, cette troupe de comédiens fait de la sensibilisation auprès des communautés pour les inciter à se faire dépister. En effet, nombre de personnes séropositives ignorent leur statut. Les efforts de dépistage cibleront tout particulièrement les femmes enceintes, car en mettant sous traitement les femmes séropositives, on réduit le risque de transmission du virus au nouveau-né. Sud du Niger, district de Madawa. Ces images tournées en septembre 2013 montrent le premier programme de chimioprévention du paludisme dans le pays. C'est un traitement complet de chimioprévention pour tous les enfants de 3 mois à 5 ans, afin de les protéger pendant la période de l'année où le paludisme connaît une forte recrudescence. Ce programme, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, est simple. 4 comprimés par mois pendant 4 mois. Lors de la campagne de 2013, plus de 200 000 enfants nigériens en ont bénéficié. Parmi eux, il y avait 3 des enfants de Mariana. Mes enfants ont souvent le paludisme. Ça leur donne de la fièvre, ils ont le corps brûlant, des convulsions, des vomissements et la diarrhée. Cette année, grâce à Dieu, il y a moins de cas de paludisme. La campagne de chimioprévention au Niger a été un succès. Elle a montré qu'il s'agissait d'un moyen facile à mettre en place et efficace pour éviter de nombreux cas de paludisme. Combinée à d'autres moyens de lutte, comme l'accès au dépistage, au traitement et aux moustiquaires imprégnés, elle peut avoir un véritable impact sur le nombre de cas et sur la mortalité. Haïti après le tremblement de terre, Libye pendant la Révolution, et en ce moment en République centrafricaine, frappée par un violent conflit. Dans ces contextes où les équipes médicales interviennent en urgence, le travail des physiothérapeutes est souvent essentiel. Présents au bloc opératoire, dans les services d'hospitalisation ou en ambulatoire, parfois en collaboration avec d'autres ONG, ils assurent des soins qui permettent aux patients de retrouver la meilleure qualité de vie possible. Le kiné intervient tout de suite après l'opération afin d'éviter toutes les séquelles invalidantes qui peuvent arriver très rapidement si rien n'est fait. Donc pour éviter que les genoux, les chevilles se bloquent et éviter que les muscles fondent trop rapidement. Tout ça dans le but en fait de remettre les patients debout le plus rapidement possible. Et ceci afin aussi de limiter la durée d'hospitalisation. Cet os-là, il est un petit peu comme ça. À l'hôpital général de Bangui, de nombreux patients ont été blessés par balle ou par arme blanche. Jour après jour, les consultations de physiothérapie les aident à se relever. Tahir a reçu 15 coups de machette et plusieurs semaines après son hospitalisation, son état reste préoccupant. Ce jour-là, pour la première fois, il arrive à faire quelques pas et sort de sa chambre. En RCA, comme souvent dans les situations d'urgence, les physiothérapeutes n'ont pas besoin d'un matériel sophistiqué. Des gestes simples peuvent déjà empêcher l'apparition de complications. Souvent, en urgence, on a des difficultés, une fois qu'on a déchargé le patient, à pouvoir les suivre, car souvent les patients viennent de loin ou n'habitent pas forcément la région. Et à ce moment-là, le kiné doit vraiment mettre l'accent sur l'éducation du patient et de son entourage, afin de s'assurer qu'une fois que le patient est déchargé, il a bien compris les objectifs et l'intérêt de continuer tous ces exercices. Car soigner, c'est aussi s'assurer que les patients, quand ils sortiront de l'hôpital, auront la possibilité de continuer leur vie, de travailler, de s'occuper de leur famille. Dans des pays aux structures complètement détruites, rendre aux personnes blessées un maximum d'autonomie fait donc partie du travail des médecins.